L'enregistrement est en cours. Les établissements, quand ils embauchent des nouveaux, eh bien, ils prennent un coup de nouveaux et puis ils leur font visiter tous les services de l'association. Quand il y a une directrice qui est embauchée, avant d'être installée à son poste, elle passe 2 semaines avec la responsable qualité où elle va visiter en profondeur tous les services, le service RH, la compta, le budget. Elle est imbibée de la culture de l'entreprise, de l'histoire de l'établissement, des établissements. Voilà. Les jeunes aussi veulent rester libres. Et c'est vrai que souvent, ils refusent le CDI. Donc, il faut changer leur regard, leur proposer du temps attractif, du temps libre. Avec peut-être, si on peut le faire, des plannings un peu personnalisés. Si par exemple, la personne elle a rumba le mardi soir, peut-être, si on peut aménager son emploi du temps et pas la faire travailler le mardi après-midi, eh bien, essayer de le faire. Voilà. Ça demande du travail et l'IA est encore par rapport à ça. Voilà, ils veulent du temps libre, ils veulent aussi un peu plus de vacances. Ce qui se fait quand même relativement souvent, selon les participants à la table ronde, c'est qu'il y a quand même un entretien de mi-période d'essai, un entretien de fin de période d'essai, et après les 3 mois de la période d'essai environ, il y a on fait un rapport d'étonnement. On demande un peu à la personne, il faut qu'elle embauche, ses impressions. Alors, l'intervenant tout à l'heure, qui faisait partie de la table ronde, nous disait aussi que France Travail ou l'APEC proposait aux personnes qui sont en reconversion professionnelle de pouvoir faire un mois d'immersion. Ça permet à la personne de voir si elle est faite pour ce métier. Et vous, ça vous permet aussi de voir si elle est faite aussi pour ce métier et si elle a des compétences. Donc pensez-y, ça peut être aussi intéressant. Et ensuite, après, elle peut se former. Et vous pouvez aussi la prendre en stage. Et après, vous pouvez l'embaucher si elle est vraiment très bonne. Vous avez tout intérêt. Si vous avez les sous. Il faut être aussi attentif à la constitution de son équipe. C'est vrai que donc, Jean-Yves Boulet, qui participait à la table ronde ce matin, faisait part d'une de ses expériences en CER, où au départ, il n'y avait que des éducateurs costauds. Et en fait, les jeunes qui étaient en CER, qui avaient l'habitude d'être en bande, ben eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient absolument casser la gueule aux grands costauds. Et du moment qu'on a introduit dans l'équipe du personnel féminin, eh ben, la violence a nettement diminué. Voilà, donc, voilà, là, c'est un exemple qu'il donnait. Mais c'est vrai que c'est important aussi de bien constituer son équipe. Parce que si les gens ne s'entendent pas, il n'y a pas un bon climat social. Ce qui est important aussi, c'est créer du lien entre les équipes donc, et l'institution. Faire des fêtes qui marquent la fin de l'année scolaire, la fin de l'année civile, la réunion de rentrée, où on va expliquer les choses. Tout ça, ce sont des rituels. Et ça permet aussi de donner du sens aux gens. Donc voilà. Et ce qui est important, c'est d'être toujours à l'écoute et d'être disponible. Pour terminer, donc Jean-Yves Boulet, qui n'a pas pu rester, nous disait qu'il fallait nous inspirer aussi des pays du Nord, de la Scandinavie ou de la Hollande, où eux font beaucoup d'accompagnement des salariés, et du coup, on se rend compte qu'il y a moins de turnover. Les jeunes veulent aussi être acteurs. Alors c'est vrai qu'ils veulent participer. Alors des fois, il y a des collègues qui font participer les chefs de service à des discussions budgétaires. Mais là aussi, il faut faire attention. Ils ne peuvent pas être à toutes les places. Donc voilà, il
faut bien clarifier les choses. Et enfin, donc, la QVCT peut être aussi un levier, parce que ça nous permet de créer des conditions de travail en accord avec les valeurs communes de l'établissement, de l'association, et ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance. Voilà la fin de la retransmission. Alors là, je vais laisser la place à la deuxième table ronde. Et ensuite, à la fin des tables rondes, si vous avez des questions, on pourra échanger. Donc gardez vos questions en tête et comme ça, après, on pourra répondre. Donc je laisse la place à l'autre table ronde. Qui c'est qui veut venir? Merci. Donc nous étions sur la table ronde liée aux transformations des métiers de directeur et étendu aux chefs de service. Donc on a commencé par faire un petit retour en arrière, à comprendre comment notre secteur avait changé depuis la fin du XXe siècle. Donc ça paraît loin pour certains. Les effets sont plus récents. On le voit avec la loi de 2005 et plus récemment les questions liées à l'application de cette loi-là. On a évoqué, je vais le faire très simple, très court, mes collègues me compléteront si je vais trop vite. On a conclu que finalement, la fonction de directeur, là où elle avait évolué, la fonction de cadre, là où elle avait évolué sur trois axes. Le premier, alors je vais essayer de les prendre dans l'ordre, parce que souvent je les prends dans le désordre. Le premier, c'était la question de l'agilité. On nous demandait d'être de plus en plus agile par rapport au poids écrasant des contraintes, qu'elles soient budgétaires, légales ou normatives. Donc d'être agile dans ce dispositif-là. C'est également, après l'agilité, c'est également la question on nous demande d'être innovant. Alors non pas innovant dans la fabrication de nouveaux dispositifs ou la mise en place de nouveaux dispositifs, mais plutôt d'être innovant dans la façon d'organiser notre travail, de nos équipes et d'accompagner la manière dont on va accompagner nos équipes. Et là, je crois que je rejoins un petit peu ce que tu disais précédemment sur les questions de QVTC et ainsi de suite. Donc, comment on va être innovant? On demande à un directeur d'être innovant, agile, innovant, donc ça fait déjà pas mal. Et on demande à l'organisation d'être résiliente. On demande à l'organisation d'être résiliente pour pouvoir, et à l'animateur de cette organisation, donc le directeur, pour pouvoir se mouvoir entre l'ensemble de ces contraintes, les demandes de plus en plus exigeantes des gens dont on s'occupe, des personnes accompagnées, qui sont quand même le point de départ, et ce qui va faire jonction de l'ensemble des personnels dans une institution. C'est bien parce qu'il y a des gens dont on s'occupe, on est là. Et je finirai finalement par dire que si on veut répondre à ces enjeux, c'est la question de la démarche collaborative. D'abord des organisations collaboratives, intelligentes et adaptatives. Donc ça, c'est toute la finesse de nos métiers. Alors, on ne demande pas d'être forcément des experts, on est experts, on sait bien le faire, mais on doit être aussi des passeurs. Je cherche le mot là, je le trouve plus. En tous les cas, des personnes qui permettent le lien, des facilitateurs. On doit être des facilitateurs aussi avec nos équipes. Et ça, je crois que c'est l'avenir de mon métier. C'est ce qu'on nous demande. J'ai été fidèle. Oui. Ah non, j'ai oublié un truc peut-être. L'ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire L'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire que nos structures soient ouvertes à notre environnement. On nous demande aussi d'être ouverts sur notre environnement. Donc de faire appel aussi dans le domaine de l'innovation, à faire appel aux structures qui nous entourent pour pouvoir être force de proposition au niveau des activités qu'on pourrait intégrer dans nos structures, faire, je ne sais pas, un partenariat avec une crèche, avec une école, avec un centre de loisirs, essayer de faire converger différentes organisations pour favoriser le bien vivre ensemble et ouvrir les différents secteurs. Voilà. Je pense que ça va faire partie de nos missions dans les prochaines années et on ne sera plus en vase clos. Je crois que pour finir, ce qui a profondément modifié nos métiers, les uns et les autres,
c'est que l'on fait avec les gens, on fait avec les personnes accompagnées. On ne le faisait pas précédemment. On le faisait avec les équipes de salariés. Là, on le fait avec les équipes de salariés et les personnes qu'on accompagne. Donc, ça modifie complètement nos processus. Je crois que la grande transformation est là. Je vous remercie. À qui le tour? Oui, bien sûr, hein, parce que du coup, la fonction de direction. Aussi, ça a l'air ça a marché, c'est bon. Je vais suivre, nous, j'ai allumé la table et je remercie Didier Fombe qui était parmi nous, qui nous a apporté pas mal d'éléments sur le management de transition. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'aller juste après la table ronde de la direction. Et donc on a pu évoquer notamment tout ce qu'on a apporté. Donc déjà, le définir, ce qui est quand même important, consiste à faire entrer dans une organisation une ressource externe dans le temps d'une transformation. Donc là, je fais volontairement, on parle de transformation et pas uniquement de crise, parce qu'on a souvent tendance à parler du management de transition sur la crise, et c'est par cette rentrée-là, généralement, qu'on est sollicité, alors qu'on est là avant tout pour une transformation globale. Sur les origines, alors on peut voir que ça a commencé dans les années 70 dans les pays anglo-saxons. Donc merci à toutes les recherches de nous avoir précisé ces éléments. Donc on a les accompagné au départ les ruptures technologiques en début de l'informatisation du travail, toute cette notion-là. Je vais aller assez vite là-dessus et puis je vais passer directement sur les profils de manager. C'est aussi ça qui peut être intéressant plus que dans le détail. Aujourd'hui, on est plutôt sur des profils atypiques, des traits qui ont quitté plutôt généralement. Donc la notion en fait entre ceux qui quittent le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, cette notion-là qui a été évoquée lors d'Attends-moi, le goût du défi, d'aller vers des challenges en fait, un peu de situation. En même temps, j'essaye de relire en même temps. Donc en fait, il y avait cette notion aussi qui a été apportée, c'est faire attention qu'on ne soit pas dans la notion de la question du sauveur. On n'est pas là pour être le sauveur, on est là pour faire vivre une organisation et donc du coup partir des ressources qui sont dans l'organisation et donc du coup donner cette notion du sens, redonner la notion du sens, repartir de cette base-là, redonner du clinique. Donc ça revient à ce que je disais, il est parti. Voilà. Cette notion où en fait finalement on va repartir sur l'enfant, le jeune, l'adulte, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est là, avant de réinterroger l'organisation dans ce sens-là. Je relève. Parce qu'on a dit beaucoup de choses, il y a eu pas mal de chances. Dans la nature des missions qu'on a, ça va être de tout type. Elles vont toucher deux domaines. On va se retrouver principalement sur des missions qui vont avoir des problématiques RH. Ça vous allez retrouver. On va se retrouver donc à repartir, à remettre en place une organisation. Le manager de transition, il va être amené à re-questionner l'organisation pour essayer de retrouver un équilibre en fait et redonner une mission qui est réussie. Ce qui a été dit, c'est une mission où quand on est parti, il y a une stabilité, une continuité. C'est pas tellement que on est content d'avoir vu le manager et qu'il a bien fait son travail. C'est avant tout que derrière, la personne qui va reprendre et qui va poursuivre le travail va être dans une continuité et qui du coup va avoir une certaine stabilité. Et ça, c'est quand même aussi très important parce qu'en fait, finalement, quand on arrive dans une mission, on est déjà dans la notion du départ. C'est-à-dire que globalement, on n'est pas là pour rester. Alors, il y en a qui vont. Alors, ça a été aussi la question de le manager de transition, où c'est qui se positionne, est-ce qu'il y a celui qui se cherche, donc ça c'est toute la posture de quand on veut devenir manager de transition, est-ce que on veut rester dans le salariat, est-ce qu'on cherche un poste encore à temps plein et puis on veut faire de la transition en attendant. Il y a toutes ces questions-là qui ont été échangées dans la table ronde du coup il y a toute pour résumer et pour aller très vite, c'est toute la question de, en fait, c'est le même métier, on va dire, c'est un métier similaire à la direction, mais en parallèle, et qui, par contre, c'est une posture de manager qui va être un peu différente. C'est-à-dire que globalement,
on en a débattu avec les différents points, c'est-à-dire que du coup, c'est une façon de passer dans un autre monde. En fait, on n'est plus salarié, on devient entrepreneur, on n'est pas fixe dans un établissement. Mais par contre, on est dans un à court terme, et donc du coup, on essaye de remettre en situation, remet en situation un établissement qui revient. Toute la question de redonner, on va dire, une mouvance dans l'équipe pour qu'elle devienne actrice en fait de sa propre organisation. Je sais pas les mots savants qu'on nous a donnés, je fais exprès. Mais par contre, en fait, c'est tout se partir un peu. Alors la notion on se met autour de la table et on essaye de construire, reconstruire une organisation, et c'est bien, ça repart du cœur de l'organisation. Et c'est pas le manager de transition en fait qui le porte, c'est bien l'équipe qui va devenir en fait actrice de cette réorganisation et d'organisation. Et ça, c'est vraiment le point. Sur les différents profils, donc je le disais, on est tous des managers, on va dire globalement, avec des profils atypiques et avec une évolution. Moi, on a pu voir que globalement, on voit qu'il y a un parcours qui se fait aussi dans le passage de la première mission. On avait autour de nous des différents managers de transition qui passent par du CDD, on cherche des missions, et puis après, petit à petit, on bascule sur l'entrepreneuriat totalement, et on devient un peu totalement indépendant. Alors indépendant, moi je rajoute un autre élément, c'est qu'on travaille en partenariat avec des cabinets. On avait la chance du coup d'en avoir un. On a évoqué aussi les différents types de cabinets qui proposaient ce type de mission, aussi bien en RH, donc qui font que de la ressource humaine, et qui sont en fait du coup des cabinets qui vont être plutôt poser quelqu'un dans une organisation, mais qui peut-être en termes d'accompagnement seront beaucoup moins présents, et d'autres cabinets qui eux pour contre vont mettre en place une structure en fait d'accompagnement qui certes il y a un manager de transition, mais derrière en fait il y a toute une organisation qui permet au manager de transition de pouvoir œuvrer dans la mission. Et ça, c'est quelque chose aussi hyper intéressant pour un manager de transition, parce que quand on débarque, on va d'abord dans des missions RH, et puis petit à petit, on se rend très vite seul. Donc, l'avoir quand même, une organisation, comme si on avait un établissement, en fait. C'est l'idée d'avoir un établissement et qu'on va chercher nos ressources de RH, de compta à l'extérieur, ou de spécialistes auprès, là, du coup, d'un cabinet. Et donc ça, c'est toute cette vision-là qu'on a essayé de démontrer. Voilà, rapidement. Est-ce que vous voulez rajouter? Je ne sais pas s'il est bien sceptique. Oui, ça va? C'est bon? Merci. Pour ceux qui ont participé, est-ce qu'il y en a qui... J'ai résumé à peu près, j'ai dit, allez, ça va? Sur la cour des missions, il y a deux types de missions. Du coup, RH et la deuxième... En fait, alors, il y en a même plusieurs types d'émissions, je pense. C'est là ce que, quand j'ai lu, je suis en train de dire, il y a plusieurs types. En fait, finalement, les missions qu'on arrive, c'est des missions où on est souvent, il y a l'aspect visible, donc ce que l'on nous montre, et l'aspect un peu invisible. Et en fait, c'est un des points centraux, et ce qui est le principal, c'est le maillage, en fait, c'est la perte, en fait, souvent de liens entre la direction, le codière, la direction générale. En fait, on voit très bien qu'il y a une déstructuration en fait, de la chaîne hiérarchique. Communication. Et c'est pas comme ça. Et non, si c'était que communication, finalement, ça serait bien parce que c'est ça. Alors, il y a. Mais par contre, en fait, c'est souvent organisationnel. Globalement, c'est l'organisation qui, à un moment donné, s'est perdue. Qui du coup en fait les enjeux bousculent l'organisation, et ce qui fait qu'à un moment il faut re-questionner ces maillages là pour pouvoir les repositionner. Alors c'est là où le manager encore plus clair. Juste peut-être pour aider un peu mon explication, de l'observation qui demande des compléments parce qu'elle est encore que partielle. De l'observation qui a été faite, c'est sur les missions qui nous sont adressées, sur une centaine de missions, on a 20% de missions qui sont adressées sur le type de les finances. On a un problème financier et ça, on va en avoir de plus en plus avec ce que je disais ce matin, le fait qu'on fait des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et un peu de politique, et on a, quand même un peu, et on trouve des solutions. Alors les solutions étant des fois de redonner un élan et des fois d'arrêter une activité parce que
parce que le territoire ne le permet pas, parce que l'offre de service n'est plus celle du coup. Et dans la suite des missions qui nous sont adressées, donc les 80% qui restent, on nous dit c'est des problèmes de management. Sauf que si je vous demande ce que c'est le management, on va passer l'après-midi à pas être d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire le management. Donc nous, dans le travail qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'analyser ça. Dans ces 80%, 30% sont des problèmes de ressources humaines, des gens qui sont trop qualifiés et qui ne s'occupent plus vraiment de la structure ou de la problématique de l'organisation et qui, le fameux bore-out, hein, vous savez, les gens qui s'envolent de l'organisation, ou des problèmes de qualification qui font que les gens sont dans le micromanagement, provoquant des RPS, du désengagement. Donc on est sur ces situations-là. Il nous reste 50% de situations. Et ces 50%, c'est là où arrive Gilles, c'est ce qu'on appelle des désalignements. Et ces désalignements, ils sont sur l'ensemble de la ligne hiérarchique. Et donc, un des éléments que vous avez traité forcément à l'ARDES ou dans d'autres organisations, c'est le lien entre gouvernance et dirigeance. Et comme ces deux concepts-là sont assez peu documentés scientifiquement, on a du mal à dire c'est quoi un problème de gouvernance et c'est quoi un problème de dirigeance. Et donc, le découpage qu'on a fait nous, c'est de dire il y a des problèmes de gouvernement, il y a des problèmes de direction, il y a des problèmes d'encadrement, et il y a une désaffiliation de la pratique de terrain avec ces alignements-là. Et donc, vous voyez par exemple les associations qui, sur une opportunité géographique, faisaient de la protection de l'enfance et s'en viennent à gérer un EHPAD qui était dans le secteur. Et donc, ces désaffiliations-là, elles sont porteuses de rupture de sens, de rupture des contrats, alors pas simplement des contrats de travail, mais y compris les contrats symboliques. On a accepté de travailler dans cette organisation en étant un peu moins payé, en étant dans la convention collective machin truc et pas bidule chose, etc., etc. Mais ces ruptures se font sur le sens, et c'est là où on va rejoindre les problématiques des autres tables de travail, de l'attractivité, de la qualification, de la déqualification. Et donc, une majorité de notre travail, nous, est de remettre en place, d'essayer de remettre en place ces structures d'affiliation et de réorganisation du sens. Alors après, la question du sens, ça passe par comment on recrée une culture de l'association, comment on recrée une culture du métier, etc., etc. Voilà pour les éléments d'analyse. On va passer à la quatrième table, du coup. Et après, on passera aux questions, parce que je viens de me faire reprendre comme quoi on ne devait pas répondre aux questions. Moi, je peux. Alors, je n'étais pas animatrice officiellement de ce groupe, mais j'ai été désignée volontaire d'office pour faire le compte rendu. Alors, la question, c'était l'évolution de l'offre et quels accompagnements aujourd'hui pour ces publics fragiles. Donc, moi, je n'ai pas d'IA. J'ai un bic. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Déjà, on a vu qu'il y avait un maximum d'informations qui étaient en fait des difficultés à contourner. On a commencé par aborder la notion des listes d'attente, puisque certains professionnels autour de la table découvraient qu'il y avait des listes d'attente absolument dans tous les domaines et que c'était probablement préoccupant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler très très vite sur une réorganisation, et on a constaté que ces réorganisations n'étaient pas toujours du fait de l'organisation, du départ de notre secteur, puisqu'on a été contraint à plusieurs reprises d'utiliser des moyens sur des décisions qui étaient différentes. Je prends un exemple. Lorsque nous avons une sortie en psychiatrie, on sait très bien que pour l'instant la personne va bien, mais qu'à un moment donné, elle va revenir. Mais comme elle va bien en ce moment, on va dégager le lit et puis ça va faire que on va mettre quelqu'un d'autre à la place. Et puis quand la personne revient, on verra bien. Voilà. Donc, on a aussi dit que dans ces accompagnements, à une période de l'existence du médico-social, on avait un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'on pouvait décider celui qui va sortir, celui qui va rentrer, alors que maintenant, on se rend bien compte que ce pouvoir, on l'a de moins en moins, parce qu'on gère des listes, on gère des dossiers. Et quelquefois, les pouvoirs ou les besoins des humains, on a un petit peu tendance à les mettre de côté.
nous avons constaté que depuis quelques années, la pauvreté devenait un nouveau public et que c'était peut-être pas obligatoirement ce à quoi on s'attendait lorsqu'on a commencé à travailler dans ce métier, et que toutes ces évolutions font que notre métier change aussi pour ces raisons-là. On pousse les nouveaux publics vers des structures ad hoc. Alors on a beaucoup parlé de l'accompagnement au logement, et puis on a aussi parlé des difficultés qu'on peut rencontrer et d'un certain groupe avec un développement tentaculaire qui s'appelle SOS, et pour lequel on se dit que c'est peut-être l'avenir, mais c'est pas celui qui nous a fait rêver. Voilà. Doit-on être mercenaire dans notre métier pour pouvoir répondre aux besoins de ces publics fragiles? C'est une question qu'il faut se poser. Et est-ce que l'objectif de la désinstitutionnalisation, c'est la sortie de l'État-providence? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse appel systématiquement aux familles en retour, alors qu'à l'origine, c'était elles qui nous confiaient les êtres qui étaient le plus en difficulté? Premier couplet. La deuxième partie était avec des personnes différentes, et on a abordé très vite la notion de comment utiliser les contraintes des transformations pour remettre du sens, puisque de toute façon, la roue tourne et s'arrête jamais. On part des éléments déclencheurs, la raréfaction budgétaire, les injonctions paradoxales, la diversité des publics, et il faut accompagner à tous ces changements-là en même temps, ce qui peut poser de grandes difficultés. Alors, on sait que la diversité de ces publics fait que on doit analyser les choses et que l'évolution des diplômes ne suit pas obligatoirement les nécessités de tous ces changements. On voit bien que le modèle disparaît au profit de spécialisation plus financière, ce qui casse un petit peu l'idée. Pour autant, on se dit que les lames de fond, elles ont du sens. Le problème, c'est le rythme. La difficulté, c'est qu'on voudrait pouvoir prendre des décisions, les mettre en place et faire une pause pour vérifier que tout se passe bien. Sauf que ça va trop vite. Si on s'arrête, on rate le train suivant et on peut se retrouver avec des difficultés, des constats que les politiques publiques sont instables et inquiétantes. Troisième page. On a constaté que l'accompagnement du public, ça nécessitait certes des changements, mais ça nécessitait peut-être aussi de garder son âme, garder l'historique de l'établissement, avoir une adaptation qui est nécessaire, certes, mais réfléchir quand même aux besoins, à l'histoire, à l'endroit où les choses se passent. On a parlé de certains EHPAD qui développent des tiers-lieux pour décloisonner. On a aussi fait attention au fait que dans les politiques publiques, il y avait quelquefois des engouements et que ces engouements faisaient flop à certains moments. À une époque, il fallait absolument être dans ces pommes, et puis maintenant, les EHPAD n'en font plus. Voilà. Et pourtant, on n'avait pas l'impression qu'on pourrait vivre autrement. Voilà, donc tout peut s'arrêter. En revanche, le CAFDES, lui, n'a pas toujours cette élasticité pour pouvoir s'adapter rapidement à la formation et à la réalité des terrains. C'est un constat qu'on a eu, puisqu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupait des CAFDES autour de notre table. On se dit que la conduite de changement, elle est évidente pour tout le monde, mais elle doit prendre du temps, et du temps, on n'en a pas. La problématique des écarts aussi. Nous avons abordé cette problématique puisque certains salariés ont des salaires très bas. Je crois qu'on vient d'en parler d'ailleurs. Certains salariés ont des salaires très bas. Bon, même si quand même, ils ne viennent pas toujours que pour le salaire, ils viennent aussi pour le sens, pour la mission. Mais quelquefois, ça ne suffit pas. Et puis, les conditions de travail deviennent importantes. Pour pouvoir donner du sens, il faut parler plusieurs langues, travailler la communication, les gouvernances participatives, etc. Répondre à un public fragile, c'est aussi maîtriser tout ça. Et c'est un défi, parce qu'il y a des demandes urgentes, et il y a quelquefois de la défiance à accompagner au changement, faire comprendre aux personnes qui sont là qu'on n'a pas le choix. On a parlé de
de l'arrivée de certains bus d'émigrés qui arrivaient, pour lesquels il fallait trouver des solutions vite, en termes de logement, en termes d'inclusion sociale, etc. Donc, la transformation de l'offre, l'accompagnement des publics les plus fragiles, c'est la possibilité de travailler peut-être plus en termes d'administratif, mais surtout ne jamais oublier que l'organigramme pour assurer la proximité des équipes est d'une importance majeure et qu'il ne faut jamais le perdre de vue. On passe aux questions. À moins que les choses. Je les cherche, mais je ne les vois pas. Oui, pardon. Déjà, est-ce que j'ai été suffisamment complète? Bien. Est-ce qu'on peut passer aux questions maintenant? Est-ce que certaines questions n'ont pas été encore posées? Puisque il y en a qui ont oublié la moitié de la consigne. Il y a des mauvais élèves. Non, mais il en faut, parce que sinon on s'ennuie. Alors, oui. Ça ne va pas être une question. Ça ne va pas être une question. Ça va peut-être alimenter la réflexion. La question du changement. Tous les jours, on parle de changement. Tous les jours, je crois que ça fait 20 ans que j'entends parler d'accompagnement au changement et de changement. Donc j'ai plutôt l'impression que ça change pour changer et que ce qui est compliqué, c'est qu'on perd le sens du changement. En fait. Changer pourquoi? Pour aller où? On voit bien que nos publics sont de plus en plus en difficulté. On voit bien que nos salariés sont de plus en plus en difficulté. On voit que vous parliez de pauvreté. La pauvreté n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, elle est immense et prégnante. Elle est nouvelle chez nos salariés. Voilà. Par contre, oui, elle est nouvelle chez nos salariés. On connaît l'état des salaires de nos collègues, les non qualifiés. On connaît l'état de nos salaires aussi, qui ne sont pas non plus formidables, et les écarts. Tout ça doit nous amener à repenser à la fois nos métiers, nos fonctions, à la fois les collectifs que nous formons ici. Aujourd'hui, on doit pouvoir interpeller les pouvoirs publics sur ces questions-là. On doit pouvoir dire à l'ARS, les gars, on a des mecs qui ne bouffent pas la fin du mois. On a des gens qui ont un seul repas par jour. Et c'est pas, je ne parle pas des usagers. Je parle de nos collègues. Je parle des ALP. Alors, il y a même les étudiants, Alors, il y a même les étudiants, puisque j'avais une éducatrice spécialisée qui était en contrat professionnalisation. Donc, elle avait pris un appartement. Et en fait, ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'elle avait des problèmes financiers, qu'elle avait lâché son appartement et qu'elle dormait dans sa voiture. Et en fait, c'est le centre de formation qui m'appelle un jour où la jeune n'en pouvait plus parce qu'elle a craqué, qui m'apprend ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est à tous les niveaux, c'est même les jeunes en stage quoi, qui peuvent être aussi en difficulté. Et je le sais aussi parce que comme je représente l'ARDES au centre de formation IFRAS, il y a aussi pas mal de jeunes étudiants qui sont en grande difficulté. et en tant qu'enseignante à l'IUT, je peux vous confirmer que c'est la même chose aussi. Et qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont réalisées actuellement et on assiste une fois encore à une grande précarité. Et comment faire pour entraîner des jeunes qui ont envie de travailler dans cette mission entre guillemets, une mission de service public quelque part, cette envie de protéger et d'accompagner les plus fragiles quand eux-mêmes font partie d'une certaine fragilité. On leur demande de développer des actions avec le Resto du Cœur alors qu'en fait ils en sont déjà clients. Donc on le met en place. Si, je vois bien. Je ne vais pas mobiliser, mais quand même un peu. En fait, on se retrouve face à quelque chose qu'on connaît bien du côté des métiers de l'insertion et des acteurs de l'insertion, c'est vrai que les précaires, par précaires. Et là, on est en train de rentrer dans cette question. On se sentait isolé, on se sentait un petit peu protégé. Au début des années 2000, on était un peu dans notre bulle, il y avait un peu d'argent, tout ça. Là, on se fait tirer les oreilles depuis les années 2010, 2005-2010. Et là, on rentre dans le dur.
C'est-à-dire que les précaires parlent aux précaires. Et c'est ça, je crois que c'est là qu'on doit interpeller nos financeurs, que ce soit pour les sur la dette, pour le médico-social et consorts, les ARS, on va dire, là, effectivement, on a un vrai problème, et il va falloir qu'on le résolve ensemble. Il ne suffit pas de faire des CEPOM, parce qu'on ne sait pas les CEPOM, mais il ne suffit pas de faire des CEPOM, ça résout rien. Ça n'a rien démontré. Voilà. Non, mais je pense qu'il va falloir aller chercher l'argent là où il est. C'est pas l'État. On s'est posé la question. C'est pas les services publics. Est-ce qu'il faut qu'on devienne des mécènes? Ben, il faut aller vers les mécènes, vers les multinationales, les grosses entreprises. Ça commence à se faire. On n'a pas parlé d'ailleurs des travailleurs pairs. C'est une nouvelle émergence de métiers, travailleurs pairs. Et alors, certains travailleurs sociaux qui sont à bas salaire se sentent un peu concurrencés par cette nouvelle dimension du travail pair, en se disant est-ce que c'est cynique et on va prendre des pauvres on va les prendre pour faire des postes de travailleurs sociaux, mais encore moins bien payés, ou est-ce que c'est aussi une vraie innovation en termes d'accompagnement et d'entraide? C'est comme le fonctionnement des dispositifs et tout ce qui est inclusion, c'est-à-dire que de plus en plus on doit se tourner vers le droit commun, parce qu'il y a beaucoup de moyens dans nos institutions, donc travaillons avec l'extérieur. À la fois, ce sont des contraintes économiques qui impliquent tout ça, mais à la fois, c'est aussi l'innovation pour nous, pour davantage inscrire les personnes qu'on accompagne dans la société. Et le travail pair, pour le moment, il est balbutiant. Encore une fois, il est perçu comme concurrentiel des AES et des AE, mais à la fois, c'est aussi intéressant dans la valorisation de ce qui peut faire lien, de ce qui peut faire ressource dans un environnement. Par contre, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer à escalader la montagne de la pauvreté? C'est une question qu'il faut se poser. On en a parlé aussi, moi je me permets d'avoir un petit peu plus de recul. C'est vrai qu'on dit souvent cette année c'est une année charnière, cette année c'est une année de transition, cette année c'est une... Moi j'ai l'impression qu'on monte comme un ressort là. Je ne sais pas trop où on va, mais après 40 ans de carrière dans l'accompagnement des publics fragiles, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une année qui n'a pas été charnière. Donc on tourne sur nous-mêmes depuis longtemps. Par contre, effectivement, chaque fois on s'éloigne des moyens qu'on a et on rajoute des besoins particuliers. La recherche vers le droit commun, elle a toujours existé, elle a toujours fait partie des valeurs nécessaires à un accompagnement sur les structures particulières. Mais on avait un peu oublié qu'il y avait aussi du droit commun, et ce droit commun, quelquefois, il pouvait suffire. Ce n'était pas uniquement parce qu'on avait une étiquette sur le front qu'on n'avait pas la possibilité d'aller se débrouiller tout seul. Maintenant, on demande de retourner vers le droit commun parce qu'on a constaté qu'on y avait passé, on a fait passer dans des dimensions particulières des sommes astronomiques avec des résultats qui malheureusement ne sont pas à la hauteur des espérances. Mais pour autant, je crois qu'il ne faut pas lâcher prise. Je suis peut-être un petit peu... ce que je disais ce matin, ma carrière est derrière moi, mais il n'empêche quand même que j'ai ce besoin de pouvoir le proposer à des jeunes qui vont venir travailler avec vous bientôt, qui se destinent à ce métier de cadre de direction, et l'envie, il faut qu'elle y soit. Même si, effectivement, les budgets ont toujours été en réduction depuis 20 ans. Est-ce que vous êtes... Oui ? En vous écoutant parler, je partage une réflexion avec vous par rapport à la question du changement. C'est quoi le changement? Le premier, il y a trois thématiques qui peuvent être abordées. La première, c'est celui que vous avez tous entendu quand vous êtes allé à l'ARS ou au conseil départemental, c'est il faut faire plus avec moins de moyens. Ce qui est un peu une escroquerie dans le cadre du travail et des valeurs qui sont portées par les associations qui vous emploient et qui développent des projets associatifs. C'est pas vraiment du changement, c'est un pilotage par les coûts. Donc là, je vais pas m'étendre dessus et ce que je disais tout à l'heure, il y a de la politique à faire à ce sujet-là. Après, dans le changement, on a la question de la réforme, c'est-à-dire faire la même chose autrement, et la question de la transformation, c'est faire autre chose. Et en fait, dans le secteur, alors c'est pas ma réflexion, c'est la réflexion d'un collègue chercheur,
il y a une distorsion qui est extrêmement forte, parce qu'on vous parle, par exemple, de la réforme des diplômes et de la transformation de l'offre. Et donc, pour les directeurs ou les dirigeants que vous êtes, c'est d'autant plus difficile qu'on vous met dans des injonctions paradoxales de devoir accompagner d'un côté la réforme des diplômes et de se dire, comme vous le disiez tout à l'heure, demain on n'aura plus qu'un seul diplôme et donc le travail social est exactement le même, qu'on soit assistante sociale, éducateur, bientôt on va nous mettre les infirmières avec, et puis dans cette logique de réforme de on fait la même chose mais autrement, et en même temps l'injonction de vous dire mais le monde se transforme, la transformation de l'offre, on en entend parler partout, et donc c'est à vous de gérer cette contradiction avec des gens que vous accompagnez dans la réforme de leur formation et un secteur dont vous êtes obligé d'accompagner la transformation. Ça vous paraît peut-être un peu le truc, j'aurais joué aujourd'hui le jeu du chercheur et de celui qui s'envole un peu, n'empêche que cet écart sémantique, il est un des sujets de la distorsion que j'évoquais tout à l'heure. Comment on peut accompagner des équipes à leur dire on fait la même chose autrement et leur dire il faut vraiment qu'on change le paradigme de l'accompagnement des personnes qu'on accompagne. Je pense qu'il y a des vrais sujets de réflexion autour de ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres questions? Non? Oui? Tout à l'heure, j'ai oublié juste d'évoquer une chose. Là aussi, il faudrait que les choses changent, je pense. C'est quand vous avez une étiquette de directeur du social ou de directrice du médico-social. Pourquoi pas le contraire? Ouais, ou l'inverse. C'est très compliqué parce que c'est très cloisonné d'aller travailler dans l'autre champ. Alors qu'on a le même diplôme, on a les mêmes compétences. Et en fait, le plus compliqué, c'est de gérer l'humain. Et c'est vrai que ça, il faudrait que les conseils d'administration, les DG, en aient conscience. Ça serait intéressant qu'ils y réfléchissent. Parce qu'ils perdent de la richesse. Ça sera. Juste intervenir sur le cloisonnement que tu évoquais, c'est pas qu'au niveau des directions générales, c'est au niveau des directions elles-mêmes. Quand on va sur des établissements et qu'on a la partie clinique, l'éducatif, ainsi de suite, c'est-à-dire que le décloisonnement, il est à tous les niveaux. Et je pense que nous, on doit aussi bien intervenir sur nos propres établissements. On a un gros travail de décloisonnement au sein de nos équipes. Aujourd'hui, au niveau éducatif, à essayer de voir, parce que finalement, moi je le vois quand j'arrive dans certains établissements, la grosse problématique est le cloisonnement. Donc on peut parler effectivement de ce que les directeurs généraux peuvent faire, ce que les conseils d'administration peuvent faire, mais nous, en tant que directeur d'établissement, et on est là pour ça, c'est comment on peut, et notre pouvoir d'agir, en fait, on peut bouger les lignes pour après derrière impulser aussi les directions générales et les conseils d'administration. Parce que là, en fait, finalement, c'est nous remettre en question nous-mêmes à notre propre niveau. Et je crois que c'était aussi l'idée de se regrouper, d'être à l'ARDES, ainsi de suite, c'est pouvoir en vraiment se questionner et par notre pouvoir d'agir, de pouvoir bouger aussi les autres lignes qui sont les directions générales. Parce que je pense qu'il faut aussi qu'on arrête d'attendre que ce soit les autres qui bougent. Et quand tu parlais tout à l'heure du changement, ouais, ça fait 20 ans, 30 ans, on est tous le changement, c'est jeunes. Mais avant tout, c'est d'avoir ce propre changement à soi. Et qu'est-ce que nous, on peut générer, en fait, et ce qu'on fait, et ce qu'on a essayé de faire sur cette association, et qu'on essaie, c'est qu'aujourd'hui, c'est essayer de régénérer une dynamique. Et merci d'être tous présents là, je pense qu'on peut le redire. C'est essayer de se redonner ensemble, de dire qu'est-ce qu'on peut proposer, avoir ce pouvoir d'agir, avant de toujours dire c'est les pouvoirs publics, le droit commun, parce que c'est nous tous en fait. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut interagir nous-mêmes? Je peux me permettre, là je suis un peu politique. Madame, Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à l'accompagnement au changement. On parle en permanence d'accompagnement au changement et je pense que le changement va être ponctuel. Aujourd'hui, il est permanent. Ça génère du stress et pour les équipes et pour les usagers. Et sur le long terme, ça pourrait être. Voilà. Alors moi, j'ai mis plus loin. Le changement, c'est nous tous les jours en fait. Alors, on grandit tous les jours et toujours on est plus.
Et en fait, on est dans un mouvement de changement perpétuel. Et on voudrait, très clairement, en fait, que les autres changent et pas nous, on change. Donc en fait, la notion du changement, elle est aussi à se voir. Finalement, on vieillit tous. On a tous. On n'est pas tous Non, pareils. il n'y a qu'une seule chose, C'est la même façon. il y a une seule chose qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours du changement. C'est ça. Bon, c'est pour conclure là-dessus. Et on va conclure Bon, on passe à mais la suite, c'est l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale. De l'ARDES. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui sont venues parmi nous. et je vous invite à rester à l'Assemblée générale de l'ARDES. Et à cotiser avec plaisir. Voilà. Peut-être reparler qu'il y a un afterwork à Toulouse. Alors oui, le 2 juillet, pour les Toulousains, il y a un afterwork dans une guinguette au bord de la Garonne. C'est très sympa. J'ai l'ingénieur